Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast Hayastan. Nous sommes aujourd'hui accompagnés des membres de la FRA Norserunt qui ont organisé et participé à leur projet humanitaire, le projet Elgir en Arménie. Nous tenons à remercier Hype FM de nous avoir mis à disposition leurs locaux afin de réaliser le podcast de ce jour. Donc, est-ce que vous pouvez tous vous présenter dans un premier temps, je vous prie ? Oui, donc moi je m'appelle Asmik, j'ai 24 ans et donc je suis une participante au projet Elgir de cette année. De quelle ville, s'il vous plaît ? Moi je suis originaire de Marseille. Très bien. Bonjour à tous, je m'appelle Nechté, j'ai 22 ans et je viens de Lyon et j'ai participé aussi au projet Elgir cette année. Bonjour, moi c'est Heno, j'ai 20 ans, je viens de Lyon et j'ai également participé au projet Elgir cette année. Très bien. Donc, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous parler du projet Elgir, nous décrire qu'est-ce que le projet Elgir, s'il vous plaît ? Alors le projet Elgir, c'est le projet humanitaire de la FRA Norserunt, donc qui a lieu depuis un peu plus de 20 ans. Donc c'est un projet humanitaire, mais initialement c'était vraiment des projets de rénovation qui avaient lieu dans diverses localités en Arménie et en Artsakh. Puis en fait au fur et à mesure le projet a évolué au fil des années pour se transformer en camp, en centre aéré pour enfants. Et donc aujourd'hui on reste sur ce format-là et il y a 2 éditions du projet, il y a le projet d'été et d'hiver qui sont des formats très différents puisque en fait ils sont organisés de manière différente selon les saisons et les localités en Arménie. D'ailleurs, d'où vient ce nom projet Elgir ? Pourquoi Elgir ? Tout simplement parce que les projets ont lieu en Arménie, au pays, donc Elgir, et puisqu'on les fait là-bas. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'organisation, la logistique parce que nous, on voit en fait sur les réseaux sociaux un projet d'1 à 2 semaines, on voit des très belles photos, tout ça, mais il doit y avoir une certaine préparation, pas mal de travail en amont, surtout que vous vous situez en France et le projet se réalise en Arménie. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de toute cette organisation-là, de l'avant, vraiment l'avant-projet ? Nechté, par exemple, si tu peux. Ouais, comme tu l'as dit, c'était une grosse organisation quand même, mine de rien. Parce qu'il y avait quand même pas mal d'enfants, par exemple, des enfants qui venaient de différentes villes en Arménie. Donc c'était très très important de bien faire les choses pour pas qu'il y ait de problème ou quoi que ce soit. Donc au niveau de la préparation, ce que je pourrais dire, c'est par exemple la chose de base. Quand on est venu, on s'est tous réunis par exemple à la place de la République. Donc il y avait différents bus pour tous les enfants. Et on est partis tous ensemble, il y avait différents variches, que ce soit par exemple nous les variches de France, ceux du coup les Artsakhi, il y avait aussi des Oknagan. Ce qui fait que par exemple par groupe, admettons par exemple sur un groupe il y a peut-être 30 petits, il y avait 3 Khampabed. Donc un de France, un d'Artsakh et un Oknagan d'Artsakh. Donc c'est vrai que c'était vraiment important pour nous de bien faire les choses pour pas qu'il y ait de problème. Je sais pas si Asmik tu veux rajouter quelque chose ou quoi. Non mais oui, et puis même tout le travail logistique de choses qu'on remarque moins une fois qu'on est sur place, mais de la cuisine, de la propreté, de l'encadrement médical surtout qui est très important pour un grand groupe d'enfants comme celui-ci. Tout ça c'est des choses qui sont prévues en amont du projet, qui sont organisées, qui ont été co-organisées par les membres du Norserunt, de l'AM, donc des gens d'Artsakh, et aussi du HEM qui nous a aidés, donc des gens qui viennent d'Arménie. Tout ça a été fait en amont pour que nous ensuite on puisse arriver et que tous ces problèmes logistiques là en tout cas soient réglés quoi. On peut dire en gros que des mois avant, il y a déjà des réunions Zoom, WhatsApp, vous discutez déjà assez ensemble et même vous parliez du projet d'hiver tout à l'heure, je pense que même dès l'hiver quand vous étiez là-bas, vous avez déjà commencé à anticiper ce genre de questions. Non ? Oui, exactement. Très bien. Et du coup, vu que tu nous as lancé un peu dans le sujet, Nechté, est-ce que tu peux nous parler, ou Heno par exemple, si vous pouvez nous parler de la localité, des dates, il y avait combien d'enfants à peu près, comment se passait l'organisation, une journée type, vraiment toutes ces choses-là ? Eh bien le projet s'est déroulé du 4 au 9 août, donc il a duré 6 jours. Il y avait environ 180 enfants de l'Artsakh qui habitent du coup, comme l'a dit Nechté, dans plusieurs villes en Arménie. Alors une journée type, c'est par exemple, on se lève le matin, c'est le sport obligatoire, et durant toute la journée, il y a un programme fait pour les enfants. Certes, il y a des moments d'amusement, mais aussi des moments où les enfants apprennent des choses. C'est un panagoum, c'est pas une colonie de vacances,
Mais quand même, il y a des moments d'amusement, des moments où il y avait des tournois de football, des tournois de volleyball, des compétitions de cordes. Mais le but du projet, c'est vraiment d'apprendre aux enfants le patriotisme. Et c'est beaucoup de leçons qui ont été apprises aux enfants et qui leur serviront plus tard. Donc les enfants vont là-bas pour apprendre et pas pour justement s'amuser. Donc les journées se passaient avec un petit peu d'amusement, un petit peu de leçons, car c'est quand même des enfants, donc c'est quand même dur d'écouter des leçons ou des cours pendant 1 heure, 2 heures. Donc on essaie de varier un peu des deux pour que cela se passe super bien pour les enfants. Mais d'ailleurs, comment était l'état d'esprit des enfants, vu que maintenant ça fait malheureusement plus d'1 an qu'ils sont plus en Artsakh, le fait de se retrouver comme ça pendant 1 semaine entre Artsakhiot, je pense qu'il y a eu aussi une partie, enfin t'as pas vraiment parlé du côté sérieux, mais il devait y avoir un côté amusement aussi, un côté où ils étaient contents de se retrouver également. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette partie-là aussi? Ouais, c'est vrai que franchement, ils étaient vraiment contents, heureux. Franchement, c'est vrai que là, en 6 jours, comme Heno l'a dit, on les voyait vraiment. Ils s'amusaient, ils chantaient, dansaient. Même, ils étaient contents de voir des Arméniens de France venir pour eux. Et c'était vraiment, quand moi, par exemple, je discutais avec des petits de mon groupe, et ils me disaient qu'ils étaient vraiment contents qu'ils ont pu nous rencontrer, nous. Mais même ça leur a permis vraiment d'avoir des vrais liens qui vont, j'espère, durer pour la vie pour eux en fait. Et quand on parlait avec plusieurs petits, on a remarqué que par exemple, il y en avait qui étaient vraiment comme je dirais, du même quartier, vraiment de la même ville par exemple à Stepanakert, mais ils se connaissaient pas en fait. Donc grâce à ça, grâce à ce projet, ils ont pu se connaître, discuter. Et puis ouais, c'est vrai que c'était vraiment bien parce que comme tu l'as dit, il y a le côté sérieux, mais aussi le côté où ils ont pu quand même souffler, passer du bon moment. Donc ouais, c'était vraiment... Et moi, je voulais savoir également, parce que là, comme on voit, l'Azerbaïdjan s'approprie la culture de l'Artsakh, détruit le patrimoine culturel de l'Artsakh, mais quand on parle de culture, de patrimoine culturel, il y a également la langue. Et je voulais savoir, est-ce que les enfants d'Artsakh, entre eux, continuent à conserver leur dialecte, continuent à parler avec leur dialecte, et est-ce que, justement, pour vous, ça a été une difficulté, où ils s'adaptaient à vous, ou vous avez réussi à vous adapter à eux? C'est une chose qui m'intéresse quand même assez. Alors les enfants, oui, entre eux, ne parlaient qu'avec le dialecte de l'Artsakh, ce qui est très bien, car maintenant, malheureusement, vu que l'Artsakh est aujourd'hui sous occupation azerbaïdjanaise, c'est un dialecte qui, dans le temps, est menacé de disparaître si les enfants ne le parlent pas entre eux. Car du coup en Arménie ils vont plus avoir l'habitude de parler avec justement l'arménien oriental, et donc ça nous a fait vraiment plaisir de voir justement que les enfants entre eux ils parlent justement le dialecte de l'Artsakh, mais bien sûr ils s'adaptaient pour nous, c'est-à-dire qu'avec nous ils parlaient toujours l'arménien oriental pour que nous comprenions, mais entre eux toujours ils parlaient avec le dialecte de l'Artsakh, et ça faisait plaisir car ils n'avaient pas perdu leurs habitudes en fait. Ils avaient gardé les mêmes habitudes, les mêmes coutumes, c'était vraiment quelque chose de très important, en plus dès le plus jeune âge, parce que c'est dès le plus jeune âge qu'il ne faut pas perdre justement son dialecte, ses traditions, ses coutumes, pour que dans le temps ça puisse durer, ça puisse être sur du long terme, et que leurs enfants aussi puissent continuer à transmettre en fait ce dialecte de génération en génération. Et ça va, vous avez pu vous adapter, vous avez pu apprendre un peu la langue avec eux, ou c'est un peu court en 6 jours? C'est très dur, c'est pas un dialecte qui est facile, hein, c'est pas comme le dialecte à Gyumri ou à Vanadzor où c'est plus facile à comprendre. C'est un dialecte qui est très dur, surtout qu'il parle assez vite, donc c'est vraiment compliqué de comprendre ce qu'ils disent. On a réussi à apprendre quelques mots, moi personnellement j'ai réussi à apprendre quelques mots, quelques phrases, mais dans l'ensemble c'est assez compliqué à comprendre. De temps en temps on comprend le contexte de la phrase, donc on arrive à comprendre ce qu'ils veulent dire, mais en règle générale, c'est quand même assez dur, donc ils s'adaptaient. Ouais, mais c'est vrai, ce qui était drôle, c'est que parfois, par exemple, ils faisaient des jeux où ils nous disaient par exemple des phrases et il fallait qu'on devine nous. Et bon, je vais pas mentir que 9 fois sur 10, on comprenait pas tout. Enfin, moi, pour ma part, je comprenais pas tout, mais c'est vrai que c'était... 6 jours, c'est assez court. Ouais. Pour un dialecte aussi dur, 6 jours, c'est vraiment assez amusant. Ouais. Et eux, par la même occasion, ils ont pu apprendre un peu le français, ou c'était vraiment exclusivement en arménien avec vous, moi, donc ils n'ont pas eu le temps d'entendre beaucoup le français? J'avais un de mes bananis qui parlait français, en fait. Enfin, pas couramment, mais il devait avoir peut-être 7-9 ans, mais il parlait français, il comptait jusqu'à 10, 15, il me disait des phrases, bonjour, comment tu vas, etc. etc.
et j'en ai eu quelques-uns qui ont essayé, pareil, d'apprendre quelques phrases. Bon, ils ont réussi plus ou moins, mais c'est vrai que on sait que la langue française, c'est pas facile, hein, de toute façon, mais ouais, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns, ouais. Mais du coup, moi, je voulais savoir aussi vos appréhensions. En fait, dans quel état d'esprit vous y allez et comment vous êtes revenu de là-bas? Parce que là, je vois beaucoup de sourires autour de vos visages et j'ai envie de savoir un peu vos sentiments. Comment est-ce qu'au départ, vous êtes allé à reculons ou vous étiez dans quel état d'esprit avant, le pendant, l'après si vous pouvez nous parler de tout ça. Moi, c'était mon 3e projet Elgir. Et ce qui est intéressant, c'est que les 3 étaient dans des formats super différents. Donc là, j'avais une petite appréhension puisque le premier format que j'ai fait, c'était un format de camp. Donc on y allait le matin et puis à 17h, la journée était finie. Là, l'implication, elle était vraiment totale. C'était une implication jour et nuit, 24 heures sur 24. Donc c'est vrai que j'y allais quand même avec une certaine appréhension. Après, comme moi, étant jeune, j'avais déjà fait des panagum en tant que badani. Je connaissais le format, j'étais familière, donc je me suis vite remise dedans. Mais c'est vrai que sur le moment, c'est des formats qui sont très durs quand on est sur place. Là, aujourd'hui, on en parle avec du recul, donc on en parle avec le sourire au visage, mais on était très fatigués. L'implication, elle doit être à 100%, parce qu'on a la casquette du Valitch toute la journée et on ne l'enlève pas, en fait. Donc c'était assez physiquement demandant, mais là, aujourd'hui, avec du recul, je pense que nous 3, on n'en retire que le positif et c'était une super expérience. Moi en tout cas c'était mon premier projet Elgir, donc c'était un petit peu de l'inconnu. On m'a expliqué comment ça allait se dérouler, mais j'avais juste une idée de ce que cela pouvait être, mais comme je n'ai jamais fait de projet, je me posais beaucoup de questions. Et au final, oui, on retire que du positif. Certes, c'est dur un panagum, ça demande beaucoup d'efforts, mais c'est de l'effort qui est bénéfique pour notre pays, pour les enfants, donc, car on sait qu'on fait une bonne chose, on fait un projet humanitaire avant tout. Et ces efforts qu'on fournit, on sait que cela pourra être bénéfique pour le futur. Et en fait, au final, c'était une super expérience car on s'attache avec les enfants, eux s'attachent à nous, ils nous écoutent et on apprend plein de choses d'eux, ils apprennent plein de choses de nous. Et en fait, il y a un vrai attachement avec tout le monde. Cela devient une famille en fait à la fin du projet. Au début du projet, on ne connaît pas beaucoup de monde, donc il y a 180 enfants, c'est un petit peu pesant. On se dit comment on va pouvoir gérer ça, surtout que moi, comme c'était mon premier projet Elgir, je me suis dit mais ça va être dur de gérer, et en fait au final ça va tout seul et c'est juste naturel, et au final on repart du projet le cœur rempli de joie et d'attachement. Si tu me permets, il y a Datev qui n'est pas aujourd'hui avec nous de Marseille, qui n'a pas pu se joindre au podcast. Il a écrit un article dans Hayastan Media et j'ai pris une partie de son article parce que ça m'a rappelé un peu ce que tu as dit, donc je vais lire. Nous avons commencé la semaine dans un lieu inconnu, entouré d'environ 200 étrangers. Mais à la fin de cette semaine, cet endroit inconnu était devenu un foyer et ces étrangers une famille. Je pense que vous partagez tous c'est exactement la même idée qu'on a à la fin du projet. Un endroit inconnu, des gens inconnus qui deviennent au final une famille et un foyer. Et je suppose qu'ils ont gardé le contact avec vous, qu'ils vous écrivent presque tous les jours, qu'ils vous demandent quand est-ce que vous revenez. Le lendemain du projet, je ne m'y attendais pas. On a quand même assez dormi parce que c'était assez fatigant. 6 jours d'efforts, on se lève le matin et on reçoit peut-être 150 notifs. Il y a tout le projet qui vous ajoute sur les réseaux sociaux. Tout le monde vous écrit mais comment vous allez, quand est-ce que vous rentrez en France, vous allez nous manquer, quand est-ce qu'on peut vous revoir. Et on reçoit tellement de notifs que des fois on en oublie d'en répondre à certains, mais pas volontairement, mais parce que vraiment tout le camp nous ajoute, parle avec nous. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'en fait on a autant contribué à leur donner 6 jours de bonheur et de joie, quoi. Même nous, inversement, personnellement, ça me fait très plaisir de les avoir sur Instagram et de regarder leurs stories, de les suivre, même sur les projets que j'ai pu faire l'année dernière, de voir ce que les enfants font de leur journée quotidienne. Même nous, de garder le lien avec eux, et pas seulement de leur côté, mais même nous, on a envie de garder ce lien avec les enfants, un lien très fort qu'on a eu quand même pendant une semaine. Donc, Ouais, et pendant 2 semaines, les enfants, justement, ils republiaient que des photos, des vidéos de nous, du projet. C'est-à-dire que vraiment, ça leur a marqué, parce que on s'est dit, 2-3 jours, ils vont sûrement reposter ce que nous on reposte, que eux ils repostent, nous on reposte. Mais en fait, au final, pendant 2 semaines, ils repostaient que ça. C'est que du positif, car ça leur a marqué à l'esprit justement ce projet. Et c'est ce qui compte. On a beaucoup parlé des enfants, la très bonne relation que vous avez avec eux, mais j'aimerais savoir également la relation avec les autres Valitch, les autres accompagnants qui étaient avec vous, qui avaient un peu plus votre âge.
au niveau organisationnel, au niveau, on va dire, la manière de travailler, parce que des fois, d'un pays à l'autre, ça change, les mentalités changent. Est-ce que c'était compliqué? Ça se passait bien? Il y avait une bonne compréhension entre français et Artsakh? Comment Ouais, ça ouais, se passait? franchement, bah, moi je parle du moins pour mon groupe à moi. Donc moi franchement, on s'entendait plutôt bien. Chaque soir, on faisait une mini réunion où on disait ce qu'on a bien fait par exemple la journée et ce qu'on a mal fait entre guillemets. Enfin, c'est pas mal fait, mais ce qu'on aurait pu Améliorer, faire mieux, quoi. voilà, c'est ça. Donc ouais, on discutait, on était présents. On va dire qu'en général, on était minimum deux quand il y avait des activités, que ce soit les Tassakh ou les différents, par exemple, que ce soit les tournois comme Heino l'a dit tout à l'heure. Mais ouais, c'était vraiment un lien fort. Bah pareil, on a gardé contact avec eux aussi sur Instagram. Parfois, on échange un petit peu, on parle, on a hâte de se revoir. Donc ouais, même avec les Varish, que ce soit Badani ou Varish, on a vraiment gardé un lien fort. Et on espère tous se revoir là dans les prochains mois, etc. Oui, on s'est revus à Yerevan aussi après le projet avec les Varic. Donc comme on a un âge quand même un peu plus similaire, on a vraiment un lien amical et on se parle très souvent. On a un groupe Insta, donc on est en contact avec eux. Ouais. En fait, c'est des mentalités différentes, comme vous le dites. Nous, on vient de France. On parle pas tous le même arménien. On se dit sur le papier que ça va être compliqué. Mais en fait, moi, personnellement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit qu'on ait une aussi bonne compréhension entre nous. Malgré le fait qu'on n'ait pas les mêmes mentalités, qu'on n'ait pas grandi dans le même environnement, qu'on ne parle pas forcément le même arménien, on a réussi à s'entendre très bien et justement à nouer des liens comme on a aujourd'hui. Très bien. Hasmik, j'aimerais juste revenir sur un de tes propos, parce que tu parlais que c'est ton troisième projet, et trois projets complètement différents. Est-ce que tu peux nous parler un peu, même tout à l'heure, tu nous disais que ça avait plus de 20 ans que le projet Elgid existe, qu'à la base c'était les rénovations, tout ça. Est-ce que tu peux nous parler de l'évolution, de l'adaptabilité, parce que sur les trois projets, c'était sur une courte période que tu as fait ces trois projets-là. Comment ça se fait que ça évolue, que ça change? Si tu peux nous parler de ça, s'il te plaît. Je pense que l'adaptabilité, c'est vraiment le mot qu'il faut utiliser pour le projet Elgir, parce qu'il évolue au fur et à mesure, et je trouve que c'est un format qui donc est très intéressant parce qu'il continue à rester pertinent au fur et à mesure des années, parce qu'il n'est pas figé, et il évolue en fonction des circonstances en Arménie et en Artsakh. Donc forcément, il a débuté en tant que projet de rénovation, mais petit à petit s'est transformé en centre aéré pour enfants. Et donc par exemple, il y a eu beaucoup de projets qui ont été faits en Artsakh, jusqu'au moment où en fait, on ne pouvait plus malheureusement les faire en Artsakh. Le dernier projet était en 2022. En 2023, on ne pouvait plus y aller, donc on l'a fait à Arapan, dans le Syunik. Et c'est vrai qu'en fait, la nécessité, on la trouve partout en Arménie. On peut s'adapter à tout type de projet. Et donc, par exemple, le format que j'ai fait l'année dernière dans le Syunik, qui était le format similaire au format d'Artsakh, où en fait, un lieu est mis à disposition pour les enfants. Par exemple, les formats d'hiver sont complètement différents. Celui que j'ai fait en hiver, en fait, on allait à Kornizor, qui est le dernier village avant Lachin, donc dans le Syunik, pour distribuer des doudounes pour les enfants de Kornizor. On a également en hiver fait un projet à Yerevan avec les Artsakhi qui étaient à Yerevan. Donc c'est des formats qui changent en fonction des circonstances et qu'on peut très peu prévoir à l'avance. Là, honnêtement, je pourrais pas vous dire le projet d'été de l'année prochaine à quoi il ressemblera, puisqu'on attend quand même de savoir où est-ce qu'est le besoin pour pas faire un projet qui serait complètement hors sol et qui nous ferait plaisir, mais qui dans la réalité du terrain ne sert pas aux Artsakhi, quoi, ou aux Arméniens ou aux enfants arméniens de manière générale. Mais on peut s'attendre à un projet cet hiver déjà, de ce qu'on entend de tes propos. On est en train de l'organiser, mais là encore une fois, on réfléchit à un format qui serait pertinent. Très bien. Et il n'y a pas plus d'infos pour l'instant pour le projet d'hiver, les dates, tout ça, vous savez pas vraiment? En général, c'est en décembre comme on l'a fait l'année dernière, mais là pour l'instant, on n'a pas de projet encore très fixe. D'accord. Et du coup, le projet Elgir, il est plus ou moins ouvert. C'est que exclusivement pour les membres de la FRA Nord-Seronde. Il y a des gens extérieurs qui peuvent venir participer à ce beau projet, ou si vous pouvez nous... Je pense que c'est à Hainaut et Moi, je te le je ne répondre. fais pas partie de la FRA, je suis Hamagij, mais les projets de la FRA sont très intéressants et donc c'est pour cela que j'ai participé à ces projets, car il y a du concret, il y a des beaux projets, de bonnes idées, et moi, mon objectif à moi, c'est de contribuer du mieux que je peux à mon pays, à essayer que ce soit en projet humanitaire ou aider les habitants ou aider les Artsakhi. Certes,
Le projet, c'est pas grand-chose sur le papier, mais c'est déjà très bien et de pouvoir y participer et de pouvoir aider de la manière qu'on peut. En habitant en France, forcément, c'est pas très facile, mais on essaie de faire du mieux qu'on peut. Et justement, la FRA organise ces projets-là qui sont justement très bénéfiques, très bien. Et donc, c'est pour cela que moi, j'ai décidé de participer. Car il faut avant tout pouvoir contribuer à quelque chose pour notre pays. Même si c'est le minimum, et bien tant qu'on contribue, ça peut faire que du bien. Tu voulais rajouter un mot, Nash? Moi, je suis dans le Tagan, mais je rejoins ce que Reno a dit. C'est vrai que je trouve que c'est très très important, surtout maintenant qu'on continue de militer pour la cause arménienne. C'est quelque chose, pour ma part, je trouve que c'est la chose la plus importante pour chaque Arménien quand même. Donc partir sur place, voir les petits, c'est quand même différent que par exemple si je sais pas, je dis au hasard, si on poste une story sur Instagram, c'est quand même bien, mais partir vraiment sur place, parler avec eux, échanger, c'est toujours mieux, ça crée des vrais liens. Donc ouais, je pense que comme Heno l'a dit, comme je dis, et comme ce que je pense tous, je finirai par ça, mais ouais, je pense qu'il faut qu'on continue de militer pour la cause arménienne, c'est très important. Et puis voilà, il faut qu'on soit patriote. Et c'est vraiment important de préciser que le projet, il n'est pas fermé au Norcéron Tagan. Il est ouvert à tous, il est ouvert à toutes les personnes qui veulent s'investir en Arménie. Et que justement, on peut se dire que le groupe il est déjà préétabli, mais en fait, il est ouvert à tout le monde. Et c'est vraiment une expérience géniale d'arriver en fait, dans un projet humanitaire qui est déjà tellement bien ficelé qu'en fait, la personne a juste à venir et à profiter du moment et à être avec des enfants, quoi. Oui, voilà, faut pas que les gens pensent que c'est un accès restreint pour aider l'Arménie, parce que pour aider l'Arménie, ce ne sera jamais un accès restreint. Il faut que chaque personne, qu'il soit membre de la FRA ou non, aide l'Arménie, parce que aider l'Arménie, c'est notre origine, c'est notre sang, c'est nos gènes, donc il n'y a pas besoin en fait faut pas que les gens pensent qu'il faut être absolument d'un parti pour pouvoir aider. On peut aider dans toutes les circonstances, dans tous les cas. Donc il faudrait vraiment que les gens pensent que l'accès n'est pas restreint, c'est vraiment pour tout le monde. Moi, l'exemple pour moi-même, quoi, je suis pas de la FRA, mais si la FRA réorganise des projets humanitaires, je serai là pour y participer, car c'est bénéfique pour mon pays et pour son avenir. Comme vous avez pu dire, ça a été 6 jours super intenses. Ça va être très compliqué pour vous de me donner un souvenir très marquant, mais vous avez dû en avoir beaucoup. Mais si vous pouvez nous parler vraiment d'un moment qui vous a beaucoup marqué durant ces 6 jours, quelque chose vraiment d'inoubliable que même dans 10-20 ans, peut-être vous en reparlerez. Je peux commencer parce que je sais que c'est dire. Moi, je pense que c'est les réveils qui vont me traumatiser pour 150 ans. Mais parce qu'en fait, on était réveillés en musique très tôt. Et donc, nous, comme on était Varic, on se couchait très tard. Donc, en fait, on se couchait vers 3h du matin. On était réveillés à 7h du matin. Avec la musique sur les basses énormes, et donc les enfants se couchaient plus tôt, mais nous on avait 3 heures de sommeil et c'était des musiques donc patriotiques dès le matin à 7h du matin. Et je pense que ça, on en a parlé pendant une semaine en boucle. Entre nous, on était vraiment, ça reste dans la tête, quand on écoute ces musiques, on est traumatisés. Ça tourne en boucle. Oui, du coup, c'était un réveil en force. Ouais, on n'avait pas le choix, on pouvait plus dormir après ça. Moi, il y a pas mal de souvenirs, comme tu l'as dit, ça va pas être simple. Tu peux nous en donner quelques-uns, alors allez, je te l'accorde. Allez, un souvenir marquant que j'ai, c'est quand c'est quelque chose de simple, c'est quand on a fait la bataille d'eau, donc c'était le 2e jour, je crois, ou le 1er jour, je sais plus. Et donc c'était vraiment bien parce que tout le monde rigolait, ils voulaient tous nous tremper, nous les Varic. Là, je sais pas pourquoi, mais moi ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a eu une photo où par exemple il y a un des Badani, donc c'est un colliage le plus emblématique. On lui passe le plus emblématique qui mouillait. Et ce que je suis content, c'est que ça a été, on va dire, immortalisé, parce qu'il y a la photo en fait, elle est sur le compte du projet sur Instagram, et je suis content parce que c'est vraiment un très très bon moment. Et sinon, franchement, tout le reste, c'est quand chaque soir on se réunissait tous autour du feu, qu'on chantait, etc. On sentait vraiment que c'était une vraie famille en fait. Au tout début, on se connaissait pas tous, et à la fin, franchement, on était tous déçus de partir. Donc, je vais dire que 2 souvenirs, sinon ça va aller trop loin. Mais je laisse Heno dire peut-être qu'il y en a d'autres. Moi, mon souvenir, il est un petit peu plus coriace. C'était les attaques, les Hartsagoum le soir. Ça, c'était le meilleur souvenir, parce qu'en fait, on m'avait expliqué très brièvement ce que c'était un Hartsagoum,
mais j'avais pas très bien compris. En fait, on m'expliquait brièvement, mais... Est-ce que tu peux expliquer aussi à nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément ce que alors, un c'est? hartsangong, donc une attaque, c'est bien sûr quelque chose qui est préparé, qui est planifié, donc qui est fait dans... C'est amical, on va dire. C'est amical, et en fait, c'est des gens de l'extérieur qui sont justement du groupe, hein, ce ne sont pas des inconnus, qui attaquent en fait le camp. Et en fait, le but, nous, dans le camp, c'est de protéger le drapeau, donc le drapeau de l'Artsakh, le drapeau de l'Arménie et le drapeau de la FRA, de protéger le portail. Et en fait, le but, c'est que les drapeaux ne soient pas volés, car les drapeaux, s'ils sont volés, le camp ferme durant 2 ans. 2 à 3 ans, c'est en fait la règle du jeu. Et c'est pour ça que les enfants, le soir, ils faisaient le barakutsun, donc ils faisaient la garde. Donc ils gardaient les drapeaux, ils gardaient le portail pour pas qu'il y ait d'attaque ou de tentative de vol. Et en fait, moi, je n'étais pas vraiment au courant, on m'a expliqué brièvement, je savais brièvement. La nuit, on trouvait une stratégie pour rattraper les ravisseurs, entre guillemets. Donc on sortait du camp, on allait dans la forêt, on se cachait sous des arbres, dès qu'ils passaient, on courait derrière eux. C'était vraiment, c'était un souvenir mémorable, parce que j'ai jamais eu à faire à ce genre de jeu. Et ça s'est passé sur 2 nuits d'affilée, et franchement c'était super en fait. Du coup les nuits ont été courtes par la suite vu que vous vous réveillez. Les nuits n'ont pas été courtes, il n'y a pas eu de nuit tout simplement. En fait, il n'y a pas eu de nuit tout simplement. D'où la fatigue. On dormait pas, jour et nuit on dormait pas, la fatigue s'est accumulée. C'était, comme j'ai dit, un très grand effort. Il y avait énormément d'efforts à fournir, mais c'est le but d'un projet humanitaire. Si durant un projet humanitaire on ne fournit pas d'efforts, ce n'est plus un projet humanitaire. Mais zéro regret du coup. Si ça à refaire, tu le referais. Si à refaire, comme tout le monde, je pense, si ça à refaire, vous le referez. Avec plaisir, oui. Très bien. On arrive à la fin de notre podcast, donc j'aimerais que si vous pouvez faire un petit message aux enfants d'Al-Sar, à vos badani, à ceux que vous avez accompagnés durant 6 jours. Bon, ils vont peut-être pas forcément comprendre dans leur traduire, mais si vous avez un mot à leur dire à la caméra ou même aux accompagnants qui étaient avec vous, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire Moi, j'aimerais déjà remercier. Je pense qu'on pourrait commencer par les remerciements de tous ceux qui ont pu contribuer financièrement au projet, parce que c'est l'élément le plus important. Je pense que si on remercie tous les donateurs et toutes les subventions publiques qui ont permis au projet d'exister, dans un second temps, après, bien sûr, on remercie tous nos badani et tous les participants au projet, mais c'est important parce que ce projet, il a lieu grâce à des financements. Et sinon, si c'est envoyer un message à mes badani, je les aime très fort, ils me manquent beaucoup. et même, en fait, parce que là, cette année, je trouve qu'on était vraiment avec tous les badani, pas forcément des enfants de notre groupe, donc vraiment les 180 enfants. Je me rappelle plus du prénom de tout le monde, mais c'était vraiment un super moment. Et même les Valic qui étaient avec nous, j'espère qu'on se reverra très bientôt en Arménie. Moi pareil, hein, je rejoins ce que Asmik a dit. Moi je remercie du coup mes 2 collègues Valic, parce que c'était pas facile. Franchement il y a eu des belles réunions, mais voilà, c'était pas facile. Et évidemment nos badani. Là par exemple j'ai un petit souvenir, c'est une des badani qui me l'a donné, donc je l'ai gardé bien au chaud, et quand je la reverrai, elle le reverra, elle sera contente. Et elle le verra à la caméra aussi du coup. C'est ça, elle le verra à la caméra, c'est ça. Donc voilà, et pour moi, le Garmi Khump, c'était mon Khump, c'était le meilleur Khump. Je suis désolé pour vous, j'aime tous les badani, mais le Garmi Khump, moi c'était le meilleur. Mais non, mis à part ça, franchement, je les remercie tous. Franchement, c'était une très très belle expérience. J'en ressors grandi, franchement. Je relativise sur plein de choses maintenant. C'est une mentalité différente que j'ai. Donc là, j'ai qu'une hâte, c'est de les revoir. Hein. Franchement, de les revoir dès cet hiver, l'année prochaine, tout le temps. Maintenant, c'était magnifique, quoi. Moi, je rejoins mes 2 collègues. Ils ont à peu près tout dit. Donc, j'ai hâte de les revoir parce que, comme je l'ai dit, on a vraiment noué des liens d'amitié et c'est des liens d'amitié forts qui se perdront sûrement jamais. Et donc, moi, tout simplement, j'ai vraiment hâte de les revoir, en tout cas, que ce soit en décembre, si j'y vais pour le projet de décembre en Arménie, que ce soit pour le projet de l'année prochaine. En tout cas, j'ai hâte de les revoir. C'est pas mon dernier projet, j'ai hâte en tout cas de les revoir, et tout simplement ça fait plaisir en fait de voir des enfants qui ont quand même vécu la guerre, qui ont vécu des blocus, de les voir épanouis, de les voir heureux, encore vivants, encore pleins de joie, et qui ne perdent pas espoir. C'est ce qu'il faut, hein, après vivre sous les bombardements, vivre sous des blocus, sous la famine, c'est vraiment une épreuve psychologique très 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 compliquée.
Et surtout la majorité des enfants sont assez jeunes, hein, 11 ans, 12 ans, voire pour certains, ils en ont moins. Et de les voir jusqu'à aujourd'hui épanouis, ça montre un grand courage, une grande bravoure en eux. Et c'est une lueur d'espoir, j'ai envie de dire. Une lueur d'espoir. En tout cas, on les voit hein, quand on les regarde, quand on parle avec eux, on le remarque tout de suite dans leurs yeux. Ils ont une lueur d'espoir. C'est-à-dire que la page ne s'est pas encore tournée. C'est la page, il y a une nouvelle qui va s'ouvrir. On ne sait pas quand, mais elle s'ouvrira. Parce que ces enfants-là sont l'avenir de l'Arménie, sont l'avenir de l'Artsakh. Et ça ne se finira pas comme ça. C'est pas la fin de l'histoire. En tout cas, sachez que ce fut un plaisir pour moi d'animer ce podcast en tant qu'ancien participant du projet Erguel également. J'en ai fait 5. Et du coup, le fait de voir une nouvelle génération, voir l'évolution du projet Erguel, ça me fait chaud au cœur et ça me fait vraiment plaisir de voir ces sourires sur vos visages. Et je pense que si des générations comme vous continuent à arriver, le projet Erguel durera encore des années et des années. Donc sachez que ce fut un plaisir pour moi d'animer ça aujourd'hui avec vous. Et je remercie encore une fois Hype FM de nous avoir mis à disposition leurs locaux. Sans eux, nous n'aurons pas pu réaliser le podcast de ce jour.